Salut, c'est Marion Lefebvre. Si vous nous écoutez depuis quelques jours, vous savez qu'on vous raconte le confinement sous toutes ses coutures, dans une série d'épisodes spéciaux. Mais parce que tous les jours de la semaine, on n'a pas envie de parler que de ça, surtout si ça dure, et que vous avez peut-être envie d'entendre autre chose, on vous diffuse aujourd'hui un épisode de Programme B enregistré avant qu'on soit en télétravail par Thomas. Bonne écoute et à bientôt dans Programme B. Salut, c'est Thomas Rozek. Alors que la France entière, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas appartenir au corps médical, se convertit au télétravail et à l'école à domicile, on prédit déjà une explosion du visionnage d'écran, ne serait-ce que pour faire passer les longues soirées et journées de confinement. Plateformes de streaming prises d'assaut, films téléchargés en masse, DVD sortis de l'armoire où ils prenaient la poussière, on devrait littéralement baigner dans la production filmique pour quelques semaines. L'occasion de maintenir ouvert un débat très vivement relancé il y a peu, à savoir la place des femmes dans le cinéma. Après la très étonnante cérémonie des Césars 2020, des tas de questions sont sur la table. Comment pousser le secteur à plus d'égalité, de parité ? Comment le faire sortir de son habituel schéma dominé par le regard et le pouvoir masculin ? Et comment font nos voisins, au hasard le Canada, qu'on nous assure plus avancés en la matière ? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Immédiatement, ces questions, on a eu envie de les poser à un collectif dont tout le propos est justement de faire de l'égalité dans le cinéma un principe. Le collectif 50-50, créé dans la foulée de l'affaire Weinstein, afin d'imaginer des approches concrètes et d'enfin faire avancer les choses. Le groupe propose régulièrement des rapports, des idées, des mesures. Il a notamment obtenu du CNC, le Centre national du cinéma, la création d'un système de bonus financiers pour les productions intégrant autant de femmes que d'hommes dans les postes d'encadrement de leurs équipes de tournage. Mais est-ce qu'on est en mesure de chiffrer les avancées réelles en matière de parité ? J'ai posé la question à Sophie Lenné-Diodovic, directrice de casting et membre du collectif 50-50. Il y a déjà des avancées, moi je pense. On a déjà progressé pas mal en 2 ans. Parce qu'effectivement, on a un peu chiffré les choses, même si on n'a pas complètement le droit de le faire, mais on le fait en tout cas de manière officieuse pour nous. Et effectivement, il y avait juste déjà l'histoire des salaires et de la répartition salariale. Et effectivement, on se rendait compte que juste pour les réalisatrices femmes, souvent elles étaient payées 3 fois moins. Et puis elles travaillaient beaucoup moins aussi. Parce que nous, on a mis une charte en place pour la parité, diversité, pour l'inclusion. Beaucoup ont signé cette charte, dont les syndicats de producteurs, les institutions. Et France Télévisions, par exemple, ou les chaînes de télévision en général, ont accepté l'idée qu'il fallait mettre plus de réalisatrices en télé pour les séries. Et comme il y a Leïla sur le bureau des légendes ou des réalisatrices comme ça. Donc, il y a quand même un petit changement. À nos dernières assises de novembre au CNC, effectivement, on a eu la patronne de France Télé, Dominique Boutonnat du CNC était là, Franck Rester est venu aussi, et effectivement, ils ont dit qu'ils voulaient mettre des choses en place. Donc après, on espère qu'ils vont jouer vraiment le jeu. Mais en tout cas, pour le moment, ils soutiennent et ils essayent d'aller dans notre sens. Ce qui est certain, c'est ce qu'avait identifié le collectif 50-50 dès sa création et dès ses premières prises de parole, c'est que cet enjeu de la parité, en fait, il intervient à tous les niveaux de la conception et de la fabrication et de la diffusion d'un film. C'est-à-dire depuis son financement jusqu'à même sa réception critique, après derrière le regard qui est porté sur les œuvres. Le but, c'est que la parité et la diversité, elle existe partout et à tous les postes. Alors, par exemple, la bonification qu'on a obtenue, qui est financière pour les équipes de production, c'est-à-dire que c'est si les productions acceptent la parité chez les chefs de poste. Donc, c'est pas complètement l'équipe en entier, mais c'est dire qu'effectivement, le directeur photo, l'ingé son, le monteur, ça peut être une monteuse, en tout cas que cette parité soit représentée. Et du coup, effectivement, si les producteurs jouent le jeu de ça, ils ont des sous en plus. Et c'est aussi pour ça qu'à 50-50, on a mis en place une Bible. Parce que souvent, les productions disaient « Oui, mais ça n'existe pas. » On voudrait bien prendre une directrice photo, mais on n'en connaît pas. C'est ça, une cadreuse, un régisseur noir, peu importe. Et en fait, du coup, on a mis cette Bible qui est pour les techniciens et qui va justement... on va pouvoir dire aux producteurs, allez voir, vous verrez, il y a plein de gens. Et ces gens-là, effectivement, ils n'avaient pas accès aux emplois, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'entre la charte et la Bible, ça a été vraiment les 2 premières choses qui ont été mises en place. Donc, la charte, comme je disais, elle a été signée quand même par beaucoup de gens. Et puis, effectivement, d'aller, comme tu disais, jusqu'aux critiques de cinéma, essayer de faire respecter ça. Alors,
pour le coup, les critiques de cinéma, c'est un truc plus compliqué parce que c'est moins notre domaine. Donc là, c'est décidé pour des gens qui ne travaillent pas pour nous, entre guillemets. Mais c'est de montrer que Voilà. cette absence de parité, elle existe. Ah ben clairement, à tous les niveaux. on a remarqué que dans les festivals, c'était Cannes notamment, mais qu'effectivement, les critiques de cinéma étaient... Majoritairement des hommes. Voilà, majoritairement des hommes, et que du coup, ça avait une influence effectivement sur la vision qu'ils avaient des films. Pour l'instant, l'option qui est choisie, on l'a dit, c'est la voie de la gratification, la bonification financière pour ceux qui font bien, et pas la voie de la contrainte. Est-ce que c'est inéluctable si on ne se rend compte que cette bonification, finalement, elle fonctionne pas? Est-ce qu'on en passera par la contrainte? Ou est-ce que c'est quelque chose que 50-50 va défendre au bout d'un moment? En tout cas, c'est pas le but. La contrainte, c'est vraiment pas le but. On n'est pas américains, nous, donc c'est vrai qu'on marche pas trop comme eux. On n'a pas cette culture du quota, de la discrimination positive. Donc c'est vrai qu'on a envie que les choses se fassent par de l'éducation et une mentalité qui change, mais après, là, ça dépend pas que de nous, en fait. Bon, on est quand même très, très engagés, nous, dans ce collectif, quand même. On est quand même... Et puis, au sein de ce collectif, c'est plein d'autres associations, qu'elles soient professionnelles. Donc, du coup, le but, c'est effectivement d'arriver à travailler ensemble sans avoir besoin de contraindre qui que ce soit, et que c'est le nombre et notre engagement dans la durée qui permettra ça. Il y a un truc sur lequel on travaille pas mal, et c'est les assurances par rapport au harcèlement, par exemple, puisqu'on veut mettre un poste en place qui est un poste de référent lié à ça. Et on se rend compte aussi que, par exemple, le vrai rôle déterminant là-dedans, c'est les assurances. Parce qu'on ne stoppe pas un film quand il y a des problèmes dans une équipe. Ça coûte trop cher. Et donc, les producteurs ne veulent pas arrêter. Alors que s'il y avait eu une cascade avec un accident... Je veux dire, les assureurs, ils arrêtaient le film et la question ne se poserait pas. Et nous, on a trop entendu de témoignages avec des jeunes filles, pas que comédiennes d'ailleurs, même des petites stagiaires régies de 20 ans, des jeunes filles comme ça, qui sont très vulnérables sur un plateau de cinéma, parce que impressionnables. Et du coup, elles étaient confrontées un peu à leur agresseur face aux producteurs, et puis il ne se passait rien en fait, parce qu'il fallait que tout roule, et que les jeunes filles finissaient par dire non, mais c'est pas grave. On continue. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui, pour nous, est devenu un peu insupportable. Et donc ça, c'est aussi un de nos travaux. C'est au-delà de la charte et de la Bible, qui était plus théorique, on va dire. Là, c'est concret. On veut, et vraiment lié en plus au harcèlement, mais encore une fois, au rapport de pouvoir aussi. C'est de pouvoir avoir quelqu'un qui ne soit pas forcément lié à la production et qui gère le plateau par rapport à ça, par rapport aux relations entre eux. Donc, là, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place aussi. Ça. L'une des idées, si je résume le chemin et le parcours intellectuel qui est en train de se mettre en place, c'est de viser avant tout les décideurs financiers et la partie économique du cinéma, en partant du postulat que si l'économie est touchée, là, du coup, les actions vont suivre. Nous, c'est ce qu'on pense, parce qu'encore une fois, on pense qu'il n'y a que l'argent qui fait bouger les choses, en fait, puisque c'est le seul... on est devenu une industrie, nous, hein, c'est aussi un débat, d'ailleurs, ça, le cinéma, est-ce que c'est une industrie, est-ce que c'est un art on ne sait plus trop aujourd'hui. Donc, du coup, oui, effectivement, il n'y a que l'argent qui permet de mettre un peu la pression, et on rappelle aux producteurs en permanence qu'ils sont responsables pénalement d'une équipe de tournage. Pareil, on veut rappeler la loi en permanence, on veut pouvoir inclure ça dans les contrats. Il y a une autre charte de comportement qu'on est en train de mettre en place, et donc c'est ça, c'est que les producteurs ont quand même des responsabilités qui peuvent se retrouver à payer des amendes ou même avoir un sursis ou peu importe, mais des condamnations, quoi. Si les choses se sont mal passées et que c'est pas juste la sécurité et l'hygiène sur un plateau de tournage. Ça, c'est au-delà de ça, quoi. C'est vraiment sur le harcèlement moral et sexuel qui est beaucoup lié à l'abus de pouvoir. J'aimerais qu'on parle très spécifiquement de la partie que toi tu connais le mieux, qui est la direction de casting, puisque c'est ton métier. Comment est-ce que justement, dans cet aspect très spécifique et essentiel de la conception d'un film, ou d'un téléfilm, ou d'une production filmée, quelle qu'elle soit, on peut justement mettre en place des choses pour aller vers plus d'égalité? Nous, c'est le travail que moi je fais pour le collectif 50-50, parce qu'effectivement, moi, mon travail, c'est devant la caméra.
Et donc, je suis en train de mettre en place un questionnaire anonyme justement pour faire progresser cette diversité, cette parité. C'est-à-dire que quand on lit un scénar, notre premier travail à nous, de casting, c'est de dépouiller. Donc, c'est d'énumérer tous les rôles du premier jusqu'au plus petit. Et il y a souvent en moyenne, je sais pas, une trentaine de rôles dans un film, sachant que nous, on fait pas la figuration, tout ça. Donc, je parle vraiment des rôles parlants joués. Et qu'en fait, c'est toujours assez... Naturellement, les scénaristes se rendent pas compte à quel point, en fait, quand ils précisent pas qu'un personnage est noir ou arabe, ou étranger, ou peu importe, c'est qu'il est blanc, souvent. Par défaut. Et par défaut. Et qu'en plus, souvent, il y a, je sais pas, 70% d'hommes et 30% de femmes dans la distribution. Et du coup, nous, on fait ce travail-là, de dire, voilà comment était le scénario. Voilà le travail qu'on fait pendant le casting, à faire des propositions, à essayer de changer des choses, à rétablir un peu plus de parité et de diversité. Et à la fin de ce questionnaire, c'est a-t-on réussi ou pas à faire ces changements. Et le but, c'est de rendre ça au 50-50 pour après, eux, avoir cette force d'argument pour, du coup, au niveau des institutions, dire voilà le travail qu'on fait, voilà le résultat. Qu'est-ce que vous faites avec ce résultat ? Si en France l'heure est encore au constat que les militants et militantes peinent parfois à faire entendre, certains pays sont déjà passés à la vitesse supérieure. C'est le cas du Canada, régulièrement cité comme exemple de dynamisme en matière d'égalité, avec des mesures de quotas pour arriver à la parité. Des quotas dont la surveillance est assurée par les organismes de financement, dont l'ONF, l'Office national du film du Canada. J'ai appelé l'un de ses anciens membres, le producteur Hugh Sweeney, très impliqué dans la mise en place de ces quotas, pour qu'ils nous racontent quels résultats ils avaient apportés et surtout comment ils avaient été mis en place. C'était dans l'air du temps, mais à l'arrivée des libéraux au pouvoir au fédéral en 2015, il y a vraiment eu des gestes concrets là, qui ont été commis pour avoir des équilibres plus justes et amener la parité hommes-femmes dans les différentes positions. Dans le cadre de l'ONF en particulier, il y a eu un commitment en début 2016 sur un horizon de 3 ans pour s'assurer que, du point de vue de la création et de la production, qui était pour avoir une parité sur la répartition des rôles clés en création et aussi la répartition financière qui s'ensuit. Du coup, ça s'organisait comment concrètement ces mesures ? Ce sont des contraintes ou des bonifications financières pour les productions qui respectent ou pas ces critères ? C'est carrément je te dirais, pas tant contrainte que quota, en fait, de s'assurer que sur un horizon de 3 ans, que l'ensemble de la production soit à 50-50. Fait que c'était vraiment de regarder les postes créatifs clés et les budgets qui sont les enveloppes qui sont dédiées à ces postes-là, puis s'assurer que ça soit carrément représentatif, que ça soit à parité. Donc, il n'y avait pas tant de bonification ni de pénalité, si on veut. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à 50-50. Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça a mis du temps à se mettre en place? La réalité, en fait, c'est qu'on était déjà bien en selle, si je peux dire. Pour les productions interactives dès 2017, on était à 50-50. Début 2017, on était à 50-50. Après, je pense que c'est vraiment une question de... faut toujours être vigilant, en fait, parce que même si on peut partager la valeur, le principe, l'intention et tout, mais on peut rapidement perdre le cap parce que c'est un enjeu systémique. En fait, quand on regarde de manière plus large dans le système, en production interactive en particulier, on se rend compte que les rôles féminins vont se retrouver beaucoup du côté de la charge de projet, la production, la coordination, des postes qui vont être un petit peu plus proches du management. En technique, tout ce qui est lié à la technologie, au développement, etc., ça va être plus des gars. Donc, tu sais, comment on arrive aussi parce que c'est beau de dire, OK, oui, on va faire des quotas du point de vue de la production, mais c'est comme comment on le travaille en amont avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire dans les milieux liés à la formation, par exemple, comment on s'assure que les universités vont... Comment donner le goût aussi aux jeunes filles de 14, 15, 16 ans de devenir développeurs, devenir technologistes, parce que c'est pas juste des questions de tenir un micro ou de tenir la caméra, ou c'est aussi tous ces postes clés-là qui pour nous sont des postes créatifs clés. Des gens qui font du code, c'est aussi des gens qui font de la création. C'est des gens qui font de la création. Donc, je pense que c'est ce que ça a permis de faire, en fait, qu'il y a une institution comme l'ONF se positionne
sur la place publique avec une politique comme celle-là, ben ça crée toute une conversation aussi avec l'ensemble du milieu. Je pense que c'est ce qui a été bénéfique. L'une des difficultés qui est régulièrement pointée du doigt, c'est l'enjeu qu'il y a à réussir à faire comprendre qu'on peut confier des grosses productions, des gros budgets à des équipes féminines ou à des réalisatrices. J'ai cru comprendre que ça restait encore un sujet de réflexion, notamment dans le monde de la création canadienne et québécoise. Je pense que le plus gros enjeu, c'est un enjeu de leadership, de se dire que c'est important, puis de se donner des mesures pour y arriver. Parce que on peut partager totalement cette valeur-là ou ce principe-là de dire de l'égalité ou de la parité dans l'accès aux enveloppes puis aux postes-clés de création. Mais souvent, dans le discours, on tombe rapidement, puis on l'a aussi pour d'autres sujets comme les questions de diversité, d'inclusion, etc., de dire, c'est pas tant à propos du fait que la personne est un homme ou une femme ou qui est d'une origine culturelle différente, c'est sur qu'est-ce que cette personne-là a amené. Personnellement, je crois que si on veut amener des changements significatifs comme ceux-là, il faut donner un coup de barre. Puis pour donner un coup de barre, il faut faut se donner une méthode, il faut amener des règles claires et le communiquer le plus régulièrement possible, puis d'en faire ultimement un élément de fierté. Fait que, puis nous, ça a été un peu ça, c'est comme ça qu'on l'a joué au sein des productions interactives à l'ONF. C'est vraiment de se dire, oui, c'est une valeur qui est également partagée par tous, avec une vraie envie de réussir. 2, de se forcer à le faire puis de donner les outils pour le faire, ce qui est pas nécessairement évident. Puis 3e, c'est de communiquer régulièrement sur la question. Parce qu'on peut être d'accord sur le principe, mais ça demande du travail, ça demande de changer nos habitudes de travail, ça demande des fois de mettre encore plus d'énergie qu'on va le mettre habituellement quand ça va être le temps de faire du casting, quoi que ce soit, parce que ça veut dire qu'il faut renouveler notre réseau, il faut faire du outreach. Puis il faut revoir certains des paramètres de décision qu'on prend par rapport au projet. Puis des fois, ça nous demande de prendre des décisions difficiles, de décider de ne pas faire un projet plutôt qu'un autre, parce que pour atteindre nos quotas, ça veut dire qu'il y a un excellent projet qui va avoir été imaginé ou créé par un homme, ou qui serait créé par un homme, mais parce qu'on veut arriver à 50-50, il faut laisser la place à un autre projet. Puis ça, c'est des décisions qui sont pas faciles à faire. Fait que je pense que ça prend du leadership. Et on en revient finalement à la même question. Faudra-t-il en passer par un encadrement plus strict en France, par la contrainte plus que par l'incitation pour qu'enfin les choses se rééquilibrent ? Le débat sur le sujet est loin d'être terminé, on en reparlera sans doute. Merci à Sophie Lenné-Diodovic et à Hugues Sweeney pour leurs réponses. Merci également à vous toutes et tous, auditeuristes, qui continuez de nous envoyer vos témoignages de confinement. Merci pour vos petits mots de soutien, vos écoutes, vos DM, vos stories. Je vous suis vraiment reconnaissante de ce que vous diffusez, de ce que vous continuez à diffuser. Ça fait beaucoup de bien quand on est loin. Voilà, ça, je sais que je peux écouter et que ça peut me tenir au courant. Et voilà, vous me faites du bien. Donc, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et voilà, merci encore. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Courage à toutes celles et à tous ceux confinés dans un petit espace et qui y sont très nombreuses, très nombreux. On continue de communiquer à distance sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à lundi pour un nouvel épisode.